Dans la belle Afrique, le royaume de Niavra était une terre de paix et de prospérité, gouverné par le roi Neshoma, un dirigeant sage et juste. Il était aimé de son peuple car il traitait chacun avec équité, du noble le plus riche au fermier le plus pauvre. Son cœur appartenait à sa première épouse, la reine Andlésa, une femme douce et bienveillante qui se tenait à ses côtés et apportait la joie au royaume. Leur bonheur semblait sans fin jusqu'à ce qu'une tragédie frappe. Andlésa mourut en donnant naissance à leur fille, Zabiba. Le roi était dévasté, mais malgré son chagrin, il trouva du réconfort auprès de sa fille nouveau-née. Elle devint la lumière de sa vie et il veilla à ce qu'elle soit élevée avec amour et sagesse. Au fil des ans, Zabiba devint une jeune fille gracieuse et intelligente. Les habitants de Niavra l'adoraient et beaucoup croyaient qu'un jour elle ferait une grande souveraine, à l'image de son père. Cependant, les conseillers du roi craignaient que Niavra n'ait à nouveau besoin d'une reine. Ils l'exhortèrent à se remarier, affirmant que le royaume avait besoin d'une figure maternelle et que Zabiba avait besoin de conseils pour vieillir. Après de nombreuses tentatives de persuasion, le roi Neshoma accepta et choisit finalement une femme nommée Mafindo. Elle était belle, charmante et parlait avec douceur, conquérant la cour et le roi. Mais sous son sourire chaleureux, Mafindo n'avait rien d'Andlésa. Elle était ambitieuse, manipulatrice et remplie de jalousie dès qu'elle posait les yeux sur Zabiba. Au début, Mafindo prétendait se soucier de Zabiba, se comportant comme une belle-mère aimante. Mais au fond d'elle-même, elle détestait la jeune fille. Elle voyait combien le roi adorait sa fille et cela la mettait en colère. Elle voulait tout le pouvoir et toute l'attention pour elle-même. Lorsque Mafindo donna naissance à son propre fils, Omulaba, sa haine pour Zabiba ne fit que s'intensifier. Elle devint obsédée par l'idée qu'Omulaba, et non Zabiba, devait être le prochain souverain. Lentement, Mafindo commença à murmurer à l'oreille du roi, empoisonnant son esprit. Elle lui expliqua qu'un royaume avait besoin d'un dirigeant fort, pas d'une femme. Elle le fit douter de la capacité de Zabiba à diriger véritablement. Bien que le roi aimait toujours sa fille, les paroles de Mafindo commencèrent à prendre racine dans son cœur. Mais Mafindo ne s'arrêta pas là. Elle savait que tant que Zabiba serait au palais, le peuple l'aimerait toujours. Elle décida donc de se débarrasser d'elle, pour toujours. Elle complota en secret, fomentant la chute de l'innocente princesse. Et le moment venu, elle mit son plan machiavélique à exécution, un plan qui allait changer la vie de Zabiba à jamais. Zabiba devint une jeune femme gracieuse et intelligente, admirée de tous ceux qui la connaissaient. Elle se comportait avec gentillesse et dignité, à l'image de sa mère, la reine Andlésa. Les habitants de Nievira l'adoraient, non seulement parce qu'elle était la fille de leur roi bien-aimé, mais aussi parce qu'elle traitait chacun avec respect, riche comme pauvre. Elle se promenait souvent sur le marché, parlant aux commerçants, s'enquérant de leur famille et proposant son aide là où elle le pouvait. Les anciens souriaient et disaient qu'elle avait le cœur de sa mère, et les jeunes filles rêvaient de lui ressembler un jour. Mais une personne ne partageait pas l'amour du peuple pour Zabiba, la reine Mafindo. Chaque fois qu'elle constatait l'admiration du peuple pour Zabiba, elle brûlait de jalousie. Elle avait passé des années à murmurer à l'oreille du roi, le convainquant que seul un fils pouvait régner. Pourtant, malgré ses efforts, elle sentait qu'au fond, le roi Neshoma croyait toujours en sa fille. Et si, le moment venu, il désignait Zabiba comme successeur à la place d'Omulaba? Cette seule pensée rendait Mafindo furieuse. Elle avait travaillé trop dur pour assurer le pouvoir à son fils. Elle ne pouvait pas laisser Zabiba représenter une menace. Mafindo savait que demander simplement au roi de destituer Zabiba ne suffirait pas. Neshoma était toujours père, et malgré ses paroles venimeuses, une part de lui aimait encore sa fille. Si elle voulait la disparition de Zabiba, elle devait retourner le royaume tout entier contre elle. Il lui fallait un plan si machiavélique, si indéniable, que même le roi n'aurait d'autre choix que de rejeter sa fille. Elle se tourna vers la seule personne capable de l'aider, le chef Bahati, corrompu et avide de pouvoir. C'était un homme qui en voulait toujours plus. Plus de terre, plus de richesse, plus d'influence. Il n'avait jamais été véritablement loyal au roi Neshoma, mais il n'avait jamais osé le défier ouvertement. Mafindo, cependant, savait exactement comment le tenter. Elle lui promit un plus grand contrôle sur le royaume, une place aux côtés d'Omulaba une fois devenu roi. Si Bahati l'aidait à destituer Zabiba, elle veillerait à ce que sa richesse et son pouvoir triplent.
Bahati accepta sans hésiter. Ensemble, ils créèrent un mensonge si terrible, si dangereux, qu'il se répandit comme une traînée de poudre. Ils accusèrent Zabiba de trahison. Les rumeurs commencèrent à circuler dans les recoins sombres du palais. Des domestiques ont entendu des conversations secrètes qui n'ont jamais vraiment eu lieu. Des gardes ont affirmé avoir vu Zabiba rencontrer d'étranges visiteurs la nuit. Bientôt, la rumeur a pris de l'ampleur. Zabiba complotait pour renverser son propre père. Le peuple était sous le choc. Comment la princesse qu'ils aimaient avait-elle pu trahir le roi? Certains refusaient d'y croire, mais les rumeurs continuaient de s'amplifier. Le chef Bahati s'assura que de faux témoins se présentaient, jurant avoir vu Zabiba écrire des messages secrets et rencontrer des ennemis du royaume. Lorsque les rumeurs parvinrent enfin au roi, il refusa d'abord d'y croire. « Ma fille ne ferait jamais une chose pareille, » dit-il. Mais Mafindo joua bien son rôle. Elle pleura, se faisant passer pour une mère au cœur brisé, lui disant qu'elle avait toujours essayé d'aimer Zabiba comme son propre enfant. « J'ai ignoré les signes, mon roi, » murmura-t-elle à travers ses fausses larmes. « Mais maintenant, je crains pour ta vie. Si Zabiba t'aime vraiment, pourquoi tant de gens disent-ils de telles choses à son sujet ?» Le doute s'insinua dans le cœur du roi Neshoma. Il voulait croire sa fille, mais les preuves étaient accablantes. Était-ce vrai? Zabiba, sa propre chair et son propre sang, projetait-elle vraiment de le trahir? Il eut l'impression qu'un couteau lui avait été planté dans le cœur. Son jugement, autrefois lucide, fut obscurci par le chagrin, la confusion et les voix incessantes qui l'entouraient. Il prit enfin la décision la plus douloureuse de sa vie. Il ne pouvait tolérer la trahison dans son royaume, même si l'accusée était sa propre fille. Le cœur lourd, il déclara devant la cour et le peuple de Niavara que Zabiba était exilée de Niavara. Des exclamations de surprise emplirent la salle du trône. Zabiba, restée silencieuse face à toutes les accusations, sentit son cœur se briser. Elle regarda son père, le suppliant du regard, espérant qu'il verrait la vérité. Mais son regard était lointain, brisé. Le père qui lui avait autrefois tenu la main et raconté des histoires sur sa mère la regardait maintenant comme une étrangère. Les gardes s'avancèrent et la saisirent par les bras. Le peuple, stupéfait, regarda leur princesse bien-aimée être emmenée de force, bannie du seul foyer qu'elle ait jamais connu. Dans l'ombre de la salle du trône, Mafindo et Bahati échangèrent un sourire victorieux et secret. Leur plan avait fonctionné. Zabiba était partie, mais ils ignoraient que ce n'était pas la fin de son histoire. Ce n'était que le début. Le voyage vers la forêt de Ngarno fut long et silencieux. Les soldats, des guerriers aguerris ayant combattu dans de nombreuses batailles, évitaient de regarder Zabiba dans les yeux. Au fond d'eux-mêmes, ils savaient que c'était mal. Ils l'avaient vu grandir, avaient été témoins de sa gentillesse. Pourtant, ils craignaient davantage la colère de la reine Mafindo que leur propre culpabilité. Zabiba était assise dans la charrette, les mains liées par d'épaisses cordes, son corps oscillant à chaque cahot. La princesse autrefois fière, aimée du peuple, n'était plus qu'une prisonnière. Elle avait supplié son père de l'écouter, mais son visage était resté froid. Le souvenir de ses derniers mots d'exil résonnait dans son esprit, chaque syllabe lui étant plus tranchante que n'importe quelle lame. Arrivés à l'orée de la forêt maudite, les soldats hésitaient. Même les plus courageux d'entre eux craignaient Ngarno. On disait que ceux qui y pénétraient ne revenaient jamais. L'air était lourd et lourd, empli d'un silence inquiétant, comme si les arbres même observaient. Les légendes parlaient d'esprits qui gardaient la terre, punissant quiconque osait les déranger. « Attachez-la à l'arbre », ordonna le capitaine d'une voix rauque, mais sous-entendant un malaise. Ils traînèrent Zabiba au cœur de la forêt, où un immense baobab se dressait tel un gardien silencieux, ses branches tordues tendues vers le ciel, ses racines s'enfonçant profondément dans le sol maudit. Les soldats lui lièrent les mains fermement contre le tronc, l'écorce rugueuse lui entaillant la peau. « S'il vous plaît, » murmura Zabiba d'une voix tremblante. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit le capitaine en serrant la mâchoire. « Pardonne-nous, princesse. » Mais ils avaient des ordres, et désobéir à la reine Mafindo signifiait la mort. Dès que le dernier nœud fut bouclé, les soldats se retournèrent et revinrent rapidement vers leurs chevaux. L'un des plus jeunes se retourna, le regard rempli de regret, mais le capitaine le saisit par le bras en secouant la tête. Personne ne désobéit à la reine. Puis, sans un mot,
ils la laissèrent seule. Zabiba hurla, sa voix résonnant dans la forêt sombre, mais le bruit des chevaux au galop s'estompa bientôt. Elle tira sur les cordes, les poignets brûlants, se débattant. Elle ne pouvait pas mourir ici, elle ne mourrait pas ici. La nuit tomba, apportant avec elle un silence surnaturel. Le vent murmurait à travers les arbres, mais il portait des voix douces, étranges, dans une langue qu'elle ne comprenait pas. Des ombres se déplaçaient entre les troncs, se déplaçant de façon surnaturelle, comme si la forêt elle-même était vivante. Les hurlements des bêtes sauvages résonnaient au loin, se rapprochant. Le corps de Zabiba tremblait. Était-ce la fin? Sa gorge était sèche à force de pleurer, ses bras lui faisaient mal, ses jambes étaient engourdies. Et puis, elle l'entendit. Un bruissement, une présence. Quelque chose, ou quelqu'un, l'observait. Son cœur battait fort lorsqu'une ombre émergea des arbres. Pas une bête, pas un esprit, mais un homme. Ses longs cheveux argentés flottaient sur ses épaules, son visage buriné par le temps. Il portait un bâton de bois, sa robe en lambeaux médigne, son regard perçant et entendu, rivé sur le sien. Mzee Walamo. Il s'avança, l'observant longuement. Puis, sans un mot, il sortit un couteau incurvé de sa ceinture et coupa les cordes qui la liaient. Zabiba s'effondra au sol, le corps affaibli, l'esprit brisé. Mais tandis que le vieil homme s'agenouillait à ses côtés, elle réalisa quelque chose. Elle était encore en vie, et tant qu'elle vivrait, son histoire ne serait pas terminée. Zabiba tenait à peine debout. Ses jambes tremblaient et ses poignets lancinaient là où les cordes lui avaient entaillé la peau. Mais elle était libre. Le vieil homme, Mzedi Walimu, l'avait sauvée. Son visage était calme, son regard perçant tandis qu'il observait. « Peux-tu marcher » demanda-t-il d'une voix grave et posée. Zabiba hocha faiblement la tête, bien que chaque partie de son corps la fasse souffrir. Elle ignorait qui était cet homme, mais elle savait une chose. Rester ici signifiait la mort. Elle se força à se relever, titubant sous le coup du vertige, mais Mzedi Walimu la saisit par le bras. « Nous devons partir, » dit-il. « La forêt surveille ceux qui entrent. Vous n'êtes pas en sécurité ici. » Sans un mot de plus, il l'entraîna plus profondément dans la forêt. Zabiba trébuchait derrière lui, le corps lourd d'épuisement. L'air se rafraîchissait et les arbres semblaient se refermer sur eux. Elle entendit à nouveau des murmures, mais cette fois, ils ne l'effrayèrent pas. C'était comme si la forêt elle-même les guidait. Après ce qui lui sembla des heures, ils atteignirent une porte en bois caché, si bien intégrée aux arbres qu'aucun étranger ne la remarquerait. Mzedi Walimu frappa le sol de son bâton à 3 reprises, et la porte s'ouvrit lentement. Zabiba Halita. Derrière la porte se trouvait un village entier, des maisons creusées dans les arbres, des lanternes qui brillaient doucement, des gens qui se déplaçaient comme des ombres. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Le clan Omuyaga. Les villageois s'arrêtèrent et la regardèrent tandis que Mzedi Walimu la conduisait à l'intérieur. Ils chuchotaient entre eux, le regard rempli de curiosité. Qui était cet étranger? Au cœur du village, un grand feu brûlait, et devant lui était assis un cercle d'anciens, des silhouettes drapées dans des robes, le visage sage et éclairé. Au centre se trouvait l'aînée Nayamira, une guerrière au regard féroce et aux bras profondément marqués. À côté d'elle était assise Mama Bakiza, une femme au regard chaleureux et attentif, les mains posées sur un panier d'herbes médicinales. « On l'a laissé mourir », leur dit Mzedi Walimu d'une voix ferme. Mais la forêt ne l'a pas emporté. Les anciens étudièrent Zabiba en silence. Puis l'aînée Nayamira prit la parole. Cette jeune fille est vouée à un lourd destin. Elle s'avança, regardant Zabiba droit dans les yeux. « Dis-moi, mon enfant, veux-tu vivre » La gorge de Zabiba se serra. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu. Son père, sa maison, la vie qu'on lui avait volée. Et puis, elle pensa à Mafindo, la femme qui avait tout pris. « Je le veux » murmura-t-elle. « Je veux vivre » acquiesça l'aînée Nayamira. « Alors tu dois te battre pour l'obtenir. » À partir de ce jour, l'entraînement de Zabiba commença. Sous la direction de l'aînée Nayamira, elle apprit à se battre. Au début, elle était faible, son corps, peu habitué au poids d'une Nayamira, était implacable. Encore une fois, elle commandait chaque fois que Zabiba tombait. Un guerrier ne pleure pas, un guerrier se relève.
Zabiba s'est donnée à fond comme jamais auparavant. Elle a appris à frapper avec précision, à se déplacer rapidement, à détecter un ennemi avant qu'il n'attaque. Jour après jour, elle gagnait en force, mais la force ne suffisait plus. Sous la direction de Mama Bakiza, Zabiba a pris le pouvoir de guérison. Elle mémorisa les herbes de la forêt, les plantes qui guérissaient et celles qui tuaient. Elle apprit à écouter l'esprit de la terre, à ressentir son énergie. Un vrai leader ne se contente pas de détruire, lui a dit Mama Bakiza. Il guérit, il protège, il comprende. Les semaines se sont transformées en mois. Zabiba se transforma. La faible fille attachée à un arbre et laissée pour morte avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de fort, d'habile et de sage. Mais elle n'avait pas encore terminé. Son voyage ne faisait que commencer. Les années passèrent comme des murmures dans le vent, mais elles ne furent pas vaines. Zabiba n'était plus la jeune fille fragile attachée à un arbre et laissée pour morte. Le clan Omuyaga lui avait offert une nouvelle vie, un nouveau but. Elle avait été brisée, mais petit à petit, elle s'était reconstruite pour devenir plus forte, invincible. Son corps, autrefois affaibli par la faim et le désespoir, était désormais affûté comme une lame. Chaque muscle avait été mis à rude épreuve par des années d'entraînement exténuant. Elle pouvait frapper avec la rapidité d'un serpent, se déplacer comme une ombre dans la nuit. Ses ennemis ne l'avaient vue venir que trop tard. Son esprit s'était également affiné. Elle avait étudié l'art de la guerre et appris les stratégies des grands guerriers qui l'avaient précédée. Le peuple d'Omuyaga ne la considérait plus comme une étrangère. Elle était désormais l'une des leurs. Ils lui donnèrent un nom qui inspirait la peur à ceux qui l'entendaient. Nyoka-Yamoto, le serpent de feu. Elle était rapide, mortelle et intrépide. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, un voyageur arriva de Nyavira. Un vieil homme, faible et épuisé, s'effondra aux portes du village caché. Zabiba était là lorsqu'on le transporta jusqu'à la hutte de guérison de Mama Bakiza. En le regardant dans les yeux fatigués, elle comprit qu'il revenait de chez lui. Sa voix était faible, mais ses mots la frappèrent comme la foudre. Nyavira est mourante. Zabiba en eut le souffle coupé. Il lui raconta tout. Le règne de la reine Mafindo était devenu d'une cruauté inouïe. Le peuple souffrait de lourdes taxes. Leurs terres furent dévastées. La famine se répandit dans le royaume comme une peste. Le roi Nishoma, autrefois fort et juste, n'était plus que l'ombre de lui-même, malade et alité. Omolaba, le prince Mafindo qui avait tant lutté pour obtenir son héritier, était devenu un tyran comme sa mère. Il régnait d'une main de fer, écrasant quiconque osait s'élever contre lui. Le peuple murmurait à l'oreille qu'il était question de la princesse perdue, celle qui avait été faussement accusée et exilée. Certains la croyaient encore vivante. Zabiba sentait un feu brûlant en elle. C'était sa maison, son peuple, son père, et elle avait été forcée de les abandonner. Plus jamais. Elle se releva, le cœur battant. Le moment était venu. Elle traversa le village d'un pas assuré, sa décision prise. Sur son passage, guerriers et guérisseurs se tournèrent vers elle, sentant le changement dans l'air. Elle s'en allait. Cette nuit-là, elle se présenta une dernière fois devant les anciens d'Omuyaga. « Je dois revenir, dit-elle d'une voix ferme. Je dois récupérer ce qui m'a été volé. Mon peuple a besoin de moi. » L'aîné Nyamira l'observa attentivement avant d'acquiescer. « Tu es prête ?» Mamabuki glissa un bouquet d'herbes dans les mains de Zabiba. « Pour la force, la protection, la guérison, murmura-t-elle. Mzedi Walimu, l'homme qui l'avait sauvé tant d'années auparavant, sourit simplement. « Bah, Nyoka-Yamoto. Laisse le feu qui est en toi brûler. » Ainsi, Zabiba se prépara à la guerre. Elle n'était plus la même fille qui avait été rejetée. Elle n'était plus la princesse oubliée. Elle était la tempête qui s'apprêtait à reconquérir Nyamira. Le chemin du retour vers Nyamira fut long, mais Zabiba ne le parcourut pas seule. Elle avançait telle une ombre à travers le pays, non plus une jeune fille sans défense, mais une guerrière enveloppée de mystère. Vêtue d'une robe sombre, le visage dissimulé sous une capuche, elle n'était plus la princesse Zabiba. C'était Nyoka-Yamoto, le serpent de feu, et elle ne revenait pas en silence. À ses côtés,
Les guerriers du clan Omuyaga marchaient d'un pas déterminé et silencieux. Ce n'étaient pas des combattants ordinaires. Ils avaient été formés à l'art de la guerre, leurs mouvements étaient rapides, leurs lames tranchantes. Ils portaient les secrets de la forêt, la sagesse des guérisseurs et la loyauté indéfectible de ceux qui avaient juré de se battre pour la justice. En parcourant les terres au-delà de Nyamira, ils virent les souffrances que Mafindo avait laissées derrière elle. Des villages autrefois animés mouraient désormais de faim, leurs habitants accablés par le poids d'impôts insurmontables. Les récoltes avaient été saisies, les maisons incendiées et les familles se retrouvaient sans ressources. Dans un village, une mère implorait la clémence d'un percepteur qui emmenait son fils avec lui pour payer des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. Zabiba observait depuis l'ombre, les poings serrés. Elle s'avança et, avant que les gardes puissent réagir, frappa comme l'éclair. Sa lame étincela, ses mouvements précis. En quelques instants, les collecteurs d'impôts étaient à terre, gémissant de douleur. Les villageois la regardaient, stupéfaits, leur jetaient leurs biens volés. « Ça suffit, dit-elle d'une voix ferme. Tu ne dois rien à ces tyrans. Ce n'était que le début. De village en village, Zabiba et ses guerriers attaquaient. Ils avancèrent dans la nuit, arrêtant les fonctionnaires corrompus, libérant les prisonniers et rendant la nourriture volée à la population. Les terres autrefois silencieuses de Nyamira commencèrent à s'éveiller. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Le serpent de feu arrive. Une guerrière mène une rébellion. Elle se déplace comme une ombre, frappe comme une tempête. Elle se bat pour le peuple. Et puis, le murmure le plus dangereux de tous, c'est elle, la princesse perdue. Elle est de retour. L'espoir vacillait dans le cœur des gens, une flamme inextinguible. Même dans la capitale, entre les murs de pierre froide du palais, Mafindo sentait l'atmosphère changer. Les rapports affluaient, faisant état de la disparition de collecteurs d'impôts et de rebelles ralliant les villageois. Elle serra les poings, la peur la submergeant. Elle avait déjà tenté de tuer cette fille. Avait-elle échoué? Pendant ce temps, le roi Nshoma gisait affaibli dans ses appartements, son corps languissant, mais son esprit toujours vif. Et lorsqu'il entendit les murmures, le nom du guerrier qui ébranlait son royaume, son cœur trembla d'une force qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, l'espoir. Zabiba et ses guerriers ne ralentirent pas. Leur marche vers la capitale avait commencé, et à chaque pas, leur nombre augmentait. Agriculteurs, commerçants, anciens soldats et guérisseurs, tous se rallièrent à la cause. Nyavira ne se taisait plus. La tempête était arrivée. Le palais de Nyavira se dressait majestueusement, ses murs dorés étincelant sous le soleil. Mais à l'intérieur, l'obscurité régnait. Mafindo était assis sur le trône, drapé de soie et de bijoux, se croyant intouchable. Les murmures de rébellion étaient parvenus à ses oreilles, mais elle les chassa d'un mouvement du poignet. Zabiba est morte, ricana-t-elle. Le passé ne peut revenir. Mais elle avait tort. Lorsque les portes du palais s'ouvrirent, un silence s'abattit sur la cour. Les gardes se raidirent, les nobles haltèrent, et là, debout dans l'embrasure de la porte, se tenait une guerrière vêtue de noir et d'or, imposante de sa présence, le regard brûlant d'une détermination sans faille. C'était elle. Zibiba s'avança et retira sa capuche. Ses cheveux tressés tombaient en cascade sur ses épaules, son visage n'était plus celui d'une jeune fille effrayée, mais celui d'une guerrière ressuscitée. Des exclamations de surprise emplirent la pièce lorsqu'elle fouilla dans sa tunique et en sortit un petit pendentif étincelant, le sceau royal de Nyavira, celui-là même que son père lui avait offert enfant. « Je suis Zibiba, fille du roi Shoma », déclara-t-elle d'une voix ferme, résonnant dans la grande salle. L'héritière légitime de ce trône. Le visage de Mafindo se tordit de rage. « Impossible », hurla-t-elle. « On t'a laissé mourir, mais la vérité était indéniable. » La cour murmura, certains baissant déjà la tête en signe de respect, puis Omulaba s'avança, la fureur flamboyante dans le regard. Il était plus grand que Zibiba, sa silhouette bâtie sur des années de privilèges et non de difficultés. Il dégaina son épée avec un sourire narquois. « Tu crois que tu peux entrer ici et prendre ma place ?» gronda-t-il. « Prouve-le-moi. » Zibiba n'hésita pas. Elle dégaina sa propre lame, dont le tranchant étincelait comme du feu. La cour retint son souffle au début du duel. Omulaba frappa la première, s'élançant avec force, mais Zibiba fut plus rapide.
Elle esquiva sans effort, ses mouvements fluides, tel un serpent zigzagant à travers les flammes. Il frappa à nouveau, sauvage, imprudent. Elle se baissa, pivota et frappa. Le bruit du métal résonna dans la salle lorsque sa lame rencontra la sienne. Il était désespéré, ses attaques étaient bâclées, mais Zibiba était calme, chaque pas précis. Puis, dans un mouvement flou, elle le désarma, son épée s'écrasant au sol. La cour se trouva plongée dans un silence stupéfait. Omulaba, le soi-disant prince, avait été vaincu. Zibiba se tenait au-dessus de lui, sa lame sur sa gorge. « Tu n'as jamais été destiné à régner, » dit-elle froidement. L'arrogance d'Omulaba fut brisée. Il recula, humilié. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un à un, les nobles tombèrent à genoux, d'abord les gardes, puis les conseillers, puis le peuple à l'extérieur du palais, observant avec émerveillement. Ils ne voyaient plus une princesse perdue. Ils voyaient une reine. Le palais n'était plus empli de murmures. Il résonnait des voix du peuple. Zibiba était de retour, plus forte que jamais, et la justice était enfin à portée de main. Mais il lui restait une dernière chose à faire. Elle traversa les grandes salles, le pas assuré, le cœur battant. Au bout du couloir, derrière une porte dorée, gisait celui qui avait été autrefois le grand roi Neshoma. Dès qu'elle entra, son souffle se coupa. Le souverain autrefois puissant n'était plus que l'ombre de lui-même, allongé sur un lit de soie, la peau pâle, la respiration faible, son regard autrefois perçant terni. Mais lorsqu'il se posa sur elle, quelque chose vacilla, le choc, l'incrédulité, puis quelque chose de plus profond. Zibiba? Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Des larmes lui montèrent aux yeux. Elle s'agenouilla près de lui, serrant sa main fragile. « Oui, Baba, je suis là. » Des larmes coulaient sur son visage ridé. « On m'a dit que tu étais parti, que tu m'avais trahi. » Sa voix se brisa. « J'étais aveugle. » Zibiba serra sa main plus fort. « Ce n'était pas ta faute. Tu as été trompé. » Et puis, avec une détermination inébranlable, elle lui a tout raconté. Comment Mafindo avait empoisonné son cœur de mensonges, comment elle avait accusé Zibiba de trahison, et comment elle avait gouverné avec cruauté, saignant le royaume à blanc pendant qu'il gisait malade dans ses appartements. La vérité le bouleversa. Son corps tremblait, son souffle était saccagé. Il avait fait confiance à la mauvaise personne, et à cause de cela, sa fille avait souffert, tout comme son peuple. Avec ses dernières forces, le roi Neshoma prit sa couronne et la déposa entre les mains de Zibiba. Mon enfant, ma reine, régnait avec justice, et sur ce, ses yeux fatigués se fermèrent à jamais. Un profond silence emplit la pièce. Puis, un cri retentit. Mafindo. Elle observait depuis la porte. Son visage était déformé par la panique. Elle avait perdu. Et là, elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle courut. Elle attrapa Omulaba par le bras. « Nous devons partir, » siffla-t-elle. « Nous allons tout recommencer, trouver un autre royaume. » Mais les portes du palais s'étaient déjà ouvertes. Les gens restèrent là, attendant. Ils avaient tout entendu. Ils ne voulaient pas laisser échapper la femme qui les avait tourmentés. Des mains se saisirent d'elle, d'Omulaba. Il n'y avait plus de peur, seulement la justice. Le peuple les traîna jusqu'aux marches du palais, dans la cour où Zibiba se tenait maintenant, grande et inébranlable. Sa voix était calme mais ferme. « Mafindo, tu m'as laissé attaché à un arbre, tu m'as laissé mourir dans la forêt maudite. Maintenant, tu vas ressentir l'impuissance. » Ainsi, les gens emmenèrent Mafindo au même baobab ancestral où elle avait autrefois abandonné Zibiba. Ils lui lièrent les mains, la laissant affronter le sort qu'elle avait souhaité à une autre. Quant à Omulaba, il fut dépouillé de son titre, de ses richesses et de son nom. Il fut envoyé dans le désert, banni de Nievira à jamais. Il implora la clémence, mais en vain. Au coucher du soleil, le royaume de Nievira respirait enfin librement, et au cœur de celui-ci se tenait Zibiba, non plus une princesse oubliée, mais une véritable reine. Le royaume de Nievira était né de nouveau. Les sombres nuages qui avaient autrefois plané sur le pays s'étaient dissipés, remplacés par une lueur d'espoir. Le peuple, qui avait souffert sous le règne cruel de Mafindo, se tenait maintenant debout, le visage rayonnant de joie.
Justice avait été rendue et le véritable héritier était revenu. Le palais, autrefois lieu de terreur, vibrait désormais de joie. La grande cour était remplie de nobles, de guerriers et de gens du peuple. Les tambours résonnaient, les voix chantaient et les danseurs dansaient au rythme de la liberté. Le parfum de la viande rôtie et des épices fraîches emplissait l'air, tandis que le royaume se préparait à l'événement le plus glorieux de son histoire, le couronnement de la reine Zibiba. Vêtue d'une robe dorée fluide, brodée des symboles sacrés de ses ancêtres, Zibiba se tenait devant son peuple. Ses cheveux tressés étaient ornés de perles délicates, et elle portait autour du cou le pendentif que sa mère lui avait offert bébé, celui-là même qu'elle avait utilisé pour prouver son identité à son retour. Au centre des marches du palais se tenait le grand prêtre de Neyavra, tenant l'ancienne couronne d'or, symbole de sagesse, de force et de justice. À genoux, princesse Zibiba, appela le grand prêtre. Zibiba prit une profonde inspiration et s'agenouilla. Le moment était venu. Le grand prêtre leva la couronne bien haut, à la vue de tous, avant de la poser délicatement sur sa tête. Au moment où la couronne la toucha, le royaume explosa en acclamations. Les tambours résonnèrent, les voix s'élevèrent en chant et les guerriers levèrent leurs épées en guise de salut. Vive la reine Zibiba, véritable souveraine de Neyavra. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle se leva, se tournant vers son peuple, forte, intrépide et prête à diriger. Elle leva la main, et le royaume se tut. Niavra a trop longtemps souffert du mensonge et de la cruauté, dit-elle d'une voix ferme mais chaleureuse. Mais aujourd'hui, nous nous relevons. Aujourd'hui, nous guérissons. Et aujourd'hui, nous sommes unis, plus forts que jamais. Le peuple acclama, leur voix faisant trembler la terre sous leurs pieds. Le royaume avait retrouvé son âme. Mais Zibiba savait qu'elle n'avait pas accompli cela seule. Elle se tourna vers les guerriers et les guérisseurs du clan Romuyaga, ceux qui l'avaient sauvée lorsqu'on l'avait laissée pour morte. Ils l'avaient entraînée, protégée et lui avaient donné la force de revenir. Au clan Romuyaga, déclara Zibiba, vous n'êtes plus des guerriers cachés de la forêt. À partir de ce jour, vous êtes les protecteurs royaux de Niavra. Notre royaume honorera toujours votre sagesse et votre courage. Le peuple rugit d'approbation lorsque les guerriers des Omuyaga s'avancèrent, leur chef, l'ancien Niamra, s'inclinant profondément. Zibiba sourit, sachant que Niavra n'était plus seulement son royaume, mais le leur. Au coucher du soleil, la célébration continua. Mais au cœur de tout cela se tenait une jeune reine, autrefois abandonnée, attachée à un arbre et abandonnée à la mort. À présent, ceux-là même qui lui avaient autrefois tourné le dos s'inclinaient avec respect, reconnaissant sa force, son courage et sa destinée. La reine Zibiba s'était relevée, et Niavra ne tomberait plus jamais. Niavra avait trop longtemps souffert sous le poids de la cupidité et de la cruauté. Mais désormais, avec la reine Zibiba sur le trône, le royaume prospérait comme jamais auparavant. Son premier acte en tant que souveraine fut de rendre justice à ceux qui avaient souffert sous la tyrannie de Mafindo. Les fonctionnaires corrompus qui l'avaient aidé à opprimer le peuple furent démis de leurs fonctions, et les richesses volées furent restituées au village. Les impôts furent baissés et les marchés grouillèrent à nouveau de marchands vendant nourriture, tissus et pierres précieuses. Les rues, autrefois emplies de murmures de peur, résonnèrent désormais de rires et de musique. Mais Zibiba savait qu'un véritable leadership ne se limitait pas à punir les méchants. Il s'agissait de bâtir un avenir où de telles ténèbres ne pourraient plus jamais revenir. Elle réforma la cour royale, garantissant que seuls les sages et les justes occuperaient des postes de pouvoir. Les nobles ne s'enrichiraient plus tandis que les pauvres mouraient de faim. Les lois furent modifiées afin que chaque voix, noble ou roturier, puisse être entendue dans la salle du roi. Le peuple l'adorait. On l'appelait la reine de justice, car elle traitait tout le monde sur un pied d'égalité, quelle que soit leur origine. Et puis, un jour, un grand guerrier venu d'une terre lointaine arriva aux portes du palais. Le prince Baraka, noble et respecté guerrier du royaume de Sambora, avait entendu parler du courage et de la sagesse de Zibiba. Il avait mené des armées au combat, défendu son propre royaume contre les envahisseurs et était connu non seulement pour sa force, mais aussi pour son honneur. Zibiba n'avait jamais pensé au mariage auparavant. Son parcours avait été celui de la survie, de la guerre et de la reconquête de son trône. Mais lorsqu'elle rencontra Baraka, elle vit en lui non seulement un guerrier,
mais un homme qui partageait sa vision de la paix et de la justice. Leur mariage n'était pas seulement une union de cœur, mais un lien entre deux grands royaumes, garantissant la paix pour les générations à venir. Ce mariage fut le plus grandiose que Nyavira ait jamais connu, avec des milliers de personnes rassemblées pour la célébrer. Le ciel était illuminé de lanternes, et pour la première fois depuis des années, le royaume dansa sans crainte. Au fil des ans, la légende de la princesse attachée à un arbre, mais revenue reine, se répandit dans chaque village. Le soir, les enfants se rassemblaient autour des anciens pour écouter l'histoire de cette jeune femme courageuse qui avait affronté la mort, mais s'était élevée au pouvoir. Ainsi, sous le règne de la reine Zibiba, Nyavira ne retomba plus jamais dans les ténèbres. Le peuple jura de ne jamais laisser la corruption et la cruauté s'emparer de son territoire. Ils restèrent unis, forts et unis, se souvenant toujours de la reine, autrefois laissée pour morte, mais revenue plus forte que jamais. Peu importe à quel point les ténèbres tentent de détruire la lumière, celle-ci trouvera toujours un moyen de resplendir. L'histoire de Zibiba nous enseigne que la résilience est plus forte que la cruauté. Abandonnée, trahie et abandonnée à la mort, elle a pourtant refusé d'abandonner. Au lieu de se laisser consumer par la haine, elle a utilisé sa douleur pour devenir plus forte. La vie sera toujours pleine de défis, et il y aura toujours des gens pour tenter de rabaisser les autres, mais ceux qui refusent de céder se relèveront toujours. L'histoire montre aussi que la vérité triomphe toujours. Pendant des années, Mafindo et Omolaba ont prospéré dans le mensonge, trompant même le roi lui-même. Mais au final, aussi minutieusement construits soient-ils, les mensonges finiront toujours par être démantelés. Les méchants peuvent réussir un temps, mais la justice les trouvera toujours. Ceux qui commettent le mal doivent se rappeler que le karma n'oublie jamais. Par-dessus tout, le parcours de Zibiba nous rappelle de ne jamais sous-estimer la force d'un cœur pur. Elle n'était pas mue par la vengeance, mais par l'amour pour son père, pour son peuple et pour le royaume qui avait autrefois prospéré grâce à la bonté et à l'équité. Un cœur qui reste fidèle, même face à la souffrance, est la force la plus puissante du monde. Peu importe ce que la vie vous apporte, ne cessez jamais de vous battre pour ce qui est juste, ne perdez jamais foi en la vérité et ne laissez jamais la cruauté transformer votre cœur en pierre.